mes BG Galbé. Avant tout, venez vous procurer mes livres en description et demandez vos entretiens galbage téléphoniques et vos vidéos personnalisées à cette adresse mail. Galbe à vous et bonne vidéo. Bonjour à tous, bonjour mes galbés et bonjour surtout à monsieur le précepteur. Salut philosophe et merci pour ton invitation. Alors cher précepteur, bonjour à toi. Et je dis cher parce que ton Patreon s'est pas donné quand même. Non, je plaisante, je rigole. Allez voir son contenu partout mes BG Galbé. Son YouTube, son Insta, sa BD, son Patreon, c'est le padré, c'est le patron, explosion. Cher précepteur, disais-je, connu aussi sous le nom de Charles Robin, avec moi ce sera Chad Robin. Merci d'avoir accepté ma proposition de vidéo qui, selon mon intuitivité anticipatrice, a déjà franchi la frontière de la postérité. Car assis sur mon postérieur, j'entrevois les confins de la postérité. On a connu quelques siècles en arrière la correspondance entre Voltaire et Rousseau, et voilà qu'aujourd'hui, deux soldats du même acabit osent échanger sur une des thématiques les plus mystérieuses, les plus insaisissables de la métaphysique et de la nature humaine. Le combat ou la complémentarité, peut-être, entre le déterminisme et le libre arbitre. Et donc, commençons si tu le veux bien, cher précepteur. Je m'adresse directement à toi. Je voulais t'interroger à propos d'une vidéo sur René Descartes que tu as fait il y a quelques temps et dans laquelle tu disais, dans la deuxième partie en invoquant Spinoza, qu'en connaissant les choses, on maîtrisait mieux les causes qui nous déterminaient, qu'on pouvait ainsi dissiper le déterminisme comme la lumière dissipe la brume. Mais ne penses-tu pas, cher précepteur, qu'en réalité, même les recoins les plus reculés de notre conscience sont tout de même déterminés, inéluctablement, parce que si c'est pas le cas, on retombe sur une définition finalement assez consensuelle, classique, qui est celle qui dit qu'on est en partie déterminé, mais qu'on peut faire des choix qui seraient pas reliés à un déterminisme extérieur, en connaissance de cause, comme si la part de déterminisme et de libre arbitre se jouait finalement sur le même plan, comme si l'un était pour l'autre ce que l'eau est au feu, et que ces deux substances étaient égales et rivales. Or, le déterminisme, c'est mon point de vue et je crois que c'est le tien, englobe absolument tout. Il est ontologiquement, il ramasse le reste des concepts, le reste des choses, le reste des existences. Et in fine, la moindre pensée la plus secrète qui émane de notre esprit et débouchant sur le choix le plus intime relève de la pure détermination impersonnelle, si je puis dire. Et c'est pour ça que moi, grand déterministe, fataliste et romantique, dans ma vidéo baroque sur la liberté, entre les blagues et les boutades, j'ai énoncé une vérité que je suppose ultime, la véritable vérité véridique, et qui disait que la liberté n'était finalement qu'un sentiment, mais que tous les rouages physiques, intérieurs, extérieurs, mentaux, neuronaux, quantiques étaient et sont, pour ainsi dire, fixés, figés, pitché par le dieu déterministe, et que nous ne sommes d'ailleurs qu'un amalgame de toutes ces déterminations, et qu'en somme pour moi, cette sensation, cette intuition, cette foi en notre liberté n'était finalement que le reflet de notre croyance en notre moi, qui est absolument magnifique parce qu'il témoigne d'un haut degré de conscience, certainement, et ça c'est humain, trop humain peut-être, mais qui, comme Hume le dit, lorsqu'on le cherche, ce moi ne se montre jamais. Si l'on essaie de se considérer objectivement, la grande cruauté ou la grande ironie peut-être de la vie réside dans le fait que l'on ne se trouve pas. La conscience retombe toujours sur un phénomène de conscience, jamais sur elle-même car elle n'est rien. Voilà. Mais ne digressons pas trop car j'entrevois déjà le fond de vos pupilles vaciller comme ça. Le vrai déterministe, et j'en suis, voit le monde comme un film. Et ce film, que tu le passes sur n'importe quel écran, tablette, cinoche, rétroprojecteur, sera toujours le même de A à Z. Tout se passera de la même manière. Même le plus petit cas de conscience du personnage le plus intelligent et singulier, même le raisonnement le plus tordu du plus faux cul ou de mauvaise foi du film sera le même et déterminé. Tout ce qu'on pourrait croire potentiellement non corrélé à un déterminisme n'échappe pas à ce déterminisme. Et le personnage qui en serait le responsable, s'il devenait Dieu subitement, pour voir un peu de plus haut l'homme qu'il était, comprendrait naturellement que tous ces états d'âme et ces mouvements de conscience étaient totalement déterminés, tout simplement. Penser qu'on a une âme comme ça qui plane par-delà les contingences et le flux causal des choses et de l'existence de la matière, c'est comparable pour moi à la personne qui est telle qu'elle est, mais se considère comme un fruit, un dragon, une flaque de couleur, comme un enfant, femelle, martien. Tous ces gens-là pensent que leur choix est relié directement à leur volonté, leur vérité, leur liberté, et que c'est la seule chose à prendre en compte et qu'il n'y a rien au-delà. Autrement dit, le libre arbitrisme est une forme prémonitoire et raffinée du wokisme moderne. Alors toi, Charles, je te vois comme un déterministe convaincu, mais qui essaye d'aller plus loin, de donner
donner une seconde chance à la liberté. C'est comme si t'essayais de glisser comme ça en surimpression une petite dose de liberté toute timide sur un réel que tu sais implacablement déterminer. Mes chers précepteurs, explique-moi, explicite-moi, clarifie-moi ta pensée et prouve-moi, dis-moi que tu n'es pas un woke. À toi de jouer. Salut philosophe et merci pour ton invitation. Alors on va être clair d'entrée de jeu, je suis déterministe. Je suis même totalement déterministe, puisque comme toi, je pense que le moindre micro-mouvement de notre conscience est le résultat inexorable d'un enchaînement de causes et d'effets. Mais quand j'entends certains arguments utilisés pour dire que la liberté n'existe pas, ça me donne envie de réagir, parce qu'il y a vraiment des problèmes de compréhension et surtout des problèmes de définition. Déjà, il faut rappeler que Spinoza, le père du déterminisme si l'on peut dire, Spinoza lui-même disait que la liberté existait. Et pour Spinoza, la liberté, ce n'était pas sortir du déterminisme, c'était comprendre le déterminisme. Autrement dit, c'était être conscient de la chaîne de causalité qui détermine nos actes et nos pensées. Donc le raisonnement de Spinoza est très simple, il consiste à dire que plus on est conscient, plus on est libre. Autrement dit, la liberté, c'est la conscience. Et là, certains répondront « Oui, mais être conscient du déterminisme, ça n'annule pas le déterminisme. » Mais évidemment que ça n'annule pas le déterminisme. Mais justement, pour Spinoza, la liberté, ce n'est pas annuler le déterminisme, c'est en être conscient. Parce que si on en est conscient, on va pouvoir agir sur les causes qui nous déterminent, on va pouvoir les influencer, et donc on va être beaucoup plus libre que quelqu'un qui se contente uniquement de subir le déterminisme. Et ça fait quand même une grosse différence, parce qu'entre quelqu'un qui agit sans savoir pourquoi, et quelqu'un qui agit en conscience, on a beau dire que les deux sont tout autant déterminés, il n'empêche que dans les faits, il y en a quand même un qui est beaucoup plus libre que l'autre. Et l'argument qui consiste à dire « oui, mais celui qui est conscient était déterminé à être conscient », mais évidemment, mais ça ne veut pas dire que la liberté n'existe pas. Ça veut simplement dire que la liberté est compatible avec le déterminisme. Parce que si être déterministe, ça consiste à ne pas faire la différence entre agir en conscience et agir aveuglément, ben dans ce cas-là, ça devient juste une posture esthétique. Ok, tout est déterminé. Et donc, dire que tout est déterminé, ça n'enlève rien au fait qu'il y a des situations concrètes dans lesquelles notre libre arbitre est concrètement altéré. Quand on est sous emprise mentale, ou quand on est sous l'effet d'une drogue, on est bien d'accord que le déterminisme agit tout autant sur nous que quand on ne l'est pas. Mais il n'empêche que quand on ne l'est pas, on est davantage maître de ses actions et de ses décisions. Donc l'alternative n'est pas liberté ou déterminisme, c'est plus ou moins de liberté dans le déterminisme. Est-ce qu'on est dans un déterminisme impulsif ou dans un déterminisme éclairé? Est-ce qu'on est dans un déterminisme subi ou dans un déterminisme maîtrisé? C'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que la liberté, c'est juste un sentiment. Parce qu'en réalité, la liberté, c'est d'abord un état de conscience, un degré de conscience. Et donc, ce que je reproche aux déterministes radicaux, c'est d'avoir une conception abstraite de la liberté. Abstraitement, oui, tout est déterminé de la même façon. Mais concrètement, on l'est plus ou moins. Alors je sais que pour certains, la philosophie, c'est l'art de penser de manière abstraite. Et donc de dire, la liberté n'existe pas parce que tout a une cause. Oui, mais sauf que les mots ont un sens. Et que libre, ça veut dire sans entrave. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de cause. Parce qu'évidemment, si on définit la liberté comme l'absence de causalité, c'est sûr que c'est mort. C'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. On définit la liberté comme quelque chose d'impossible, pour pouvoir ensuite dire qu'elle est impossible. C'est comme si je te disais, nous ne sommes pas libres parce que nous ne pouvons rien changer au fait que 2 plus 2 égale 4. Mais la liberté, c'est pas ça. La liberté, ce n'est pas le pouvoir de s'extraire des lois de la raison. C'est le pouvoir de faire ce qui est permis par la raison. Je prétends que ceux qui nient l'existence de la liberté ne comprennent pas ce qu'est la liberté, et qu'ils confondent la liberté avec l'indétermination. La liberté, c'est dire « je suis conscient que tous mes choix sont déterminés, et parce que j'en suis conscient, je suis moins susceptible d'être influencé ou manipulé par une autre volonté. » Et c'est dire que même si tout est déterminé, il n'en demeure pas moins que c'est moi qui vais devoir décider de ma prochaine action. Et ça, aucun déterminisme ne pourra le changer. Il pourra pas le changer, mais il pourra le déterminer.
Alors je prends un petit moment dans cette longue vidéo mes BG Galbé pour vous parler d'une marque, d'une entreprise qui sponsorise ma vidéo. Ce n'est pas la première fois et cette entreprise c'est Kalos. Vous la connaissez, Kalos c'est une marque qui fournit des habits, des bijoux, du matériel de sport, du matériel même de chasse, des couteaux, bref, toute une panoplie d'objets de qualité. Vous pouvez voir notamment que je porte sur moi aujourd'hui un bijou que Kalos m'a offert. Je zoome un peu dessus. Il s'agit d'une magnifique épée 6-7 cm, je ne sais pas exactement. Grosse épée moyenâgeuse. Donc les magnifiques boîtes Kalos également. Alors faut savoir que déjà Kalos ce sont des produits locaux. Ils ont des ateliers en France. C'est vraiment une marque artisanale. Kalos revendique la force, l'élégance, la beauté. Elle revendique les valeurs de courage, de détermination, de volonté même, tiens, pour rester dans le sujet. Elle s'inspire énormément d'une esthétique très occidentale, c'est-à-dire du Moyen-Âge chrétien, européen, français, et de la Grèce antique, hein. La force, l'élégance, la grâce, la classe. Donc moi, je porte avec joie mes bijoux Kalos de qualité, qui sont surtout beaux, enfin surtout, ils sont magnifiques. Pour en savoir plus sur la marque Kalos, je vous invite à aller directement sur leur site, donc c'est www.kalos-france.com. S'affiche à l'écran et tout est en description. Vous avez un code promo 10% avec Philo10. Allez en description, allez sur leur site directement, allez voir ce que vous voulez. Essayez au moins un produit Kalos, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et puis vous verrez si vous voulez recommander chez eux. Merci à eux. Et on reprend la vidéo. Alors merci cher précepteur, c'est très intéressant et je rebondis sur une phrase que tu dis. Si la liberté c'est sortir de la causalité, bah c'est mort. Oui, mais pour les gens, la causalité c'est un courant inexorable qui nous emporte comme ça loin des rives de la liberté et l'idée du libre arbitre repose sur la croyance en l'extraction même momentanée, mais tout de même réelle et franche, de ce courant causal, grâce à notre capacité libre d'action. Et si notre capacité libre d'action fait partie de ce courant causal, ce que je pense et ce que tu penses, et bah pour les gens en tout cas ce n'est plus la liberté. Donc pour le commun des mortels, selon moi, tu es déjà un extrémiste déterministe. Alors après quand tu dis que les gens ils confondent la liberté et l'indétermination, moi je suis d'accord, t'as raison, et même plus loin, ils pensent que la liberté c'est l'autodétermination. Donc il y aurait ça d'une part, et que le déterminisme, que tout le monde admet au moins en partie, joute avec cette capacité de liberté au même niveau métaphysique, si je puis dire. En gros, pour moi, ta position, elle est un peu comme celle d'un athée qui croirait pas à l'enfer, au paradis, au miracle, etc. Mais qui dirait, ouais, malgré tout, faut quand même suivre les conseils des livres sacrés parce que ils peuvent vous donner une dose de bonheur qui pourrait correspondre analogiquement au paradis, mais dans la tête. Mais ça, c'est pas un truc de croyant. Ça s'appelle être un mécréant, plutôt. Et enfin, pour revenir à ce que tu disais, si la liberté, c'est sortir de la causalité, bah c'est mort, quand tu dis ça. Ça résume ma vidéo farfelue sur la liberté que je mentionnais au préalable et dans laquelle je disais que la liberté, in fine, c'est le néant. Le néant, c'est l'idée hygiénique de la mort, soit dit en passant. Et je disais liberté égale absence de contrainte, égale absence de conscience, égale mort, égale néant. Et là, quelque part, on se rejoint. Et même si t'es pas d'accord avec l'idée que la liberté n'est qu'un sentiment, ce que moi je pense, parce que tu dis que la liberté, c'est avoir conscience de ses options, oui, t'as raison, mais avoir conscience de ses options, c'est avoir un sentiment de choix dans la conscience. Donc, c'est avoir un sentiment de liberté. Pour moi, ça revient en même. Donc, du coup, moi, je comprends parfaitement où tu veux en venir pour aller plus loin en fait que cette vision qui finalement impossibilise la liberté. Mais parce que toi et moi on est d'accord sur le postulat précédent, que tout est déterminé et que le déterminisme a toujours raison au fond. Et comme je le dis, il prend tout par-dessous comme une grosse... Tu sais, comme quand tu es dans un jardin, tu veux reproduire un écosystème, tu prends une grosse pelle. Une grosse pelle qui prend tout, après tu reconstruis un monde. Mais la pelle elle a tout pris. Le déterminisme, je l'ai toujours vu comme une pelle, une espèce de grosse pelle ontologique. Quand tu roules des pelles aussi, c'est déterminé, l'amour c'est déterminé. Bref, tout ça c'est une parenthèse, ne digressons pas trop, je suis philosophe et nous à la limite. En fait, toi et moi, on a atteint un niveau philosophique et métaphysique dans lequel finalement on a fait déjà le deuil de notre sentiment et croyance à la liberté. Si toutefois nous lumius, par le passé. En gros, toi, tu veux dire, bon les gars, comme on a compris qu'on est déterminé, on creuse dans le logos pour essayer de dénicher des zones de liberté, voilà, conceptualisables, intelligentes, intelligibles. En fait, un peu comme un taulard qui se résoudrait à considérer les barreaux de sa prison comme de belles choses, ne pouvant parvenir à s'en extraire. Enfin ça, pour moi, ça s'appelle plutôt du stoïcisme.
Je crois même que le stoïcisme est le grand-père du déterminisme, si Spinoza en est le père. Et tout ça, cher précepteur, ça te ferait dire en gros aux branleurs un peu passifs qui baseraient leur inertie sur leur idée du déterminisme. Et je me souviens d'ailleurs que tu le disais dans une vidéo sur Marx, tu disais en substance qu'il ne suffit pas de dire que tout est déterminé et puis rien foutre, c'est trop facile. L'idée du déterminisme ne vous empêche pas de faire des efforts, etc. etc. Voilà, là je citais le précepteur en gros dans une de ses vidéos sur Marx. Et t'as raison, là c'est vrai que l'idée déterministe peut entraver la motivation et la prise d'initiative des gens. Et le déterminisme social, pour moi, par rapport à ceux qui le prennent dans ce sens-là, c'est encore plus un prétexte de feignasse et surtout un enfonçage de porte ouverte. Évidemment que la thune de tes parents, leur niveau physique, leur éducation, etc. va t'influencer. Mais le monde n'étant pas statique, il y a des brèches qui se creusent et des enjeux qui sont jouables. Mais revenons quand même à la base, pour la plupart des gens, parce que moi je parle quand même pour la plèbe, je suis quand même un homme du peuple, il faut leur dire clairement ce qu'on pense. Et pour ça, je vais reprendre en substance ta conclusion, tu dis en gros, la liberté, c'est de pouvoir être conscient qu'on a plusieurs possibilités, d'en choisir une et de savoir pourquoi on l'a choisie, indépendamment du déterminisme profond qui nous l'a fait choisir. Le kidam moyen, si tu lui dis indépendamment du déterminisme profond qui nous l'a fait choisir, il va te dire de quoi tu parles. C'est un peu comme quand tu achètes un truc et qu'il y a les conditions d'utilisation écrites en tout petit où en gros tu sais que tu te fais niquer. Quand tu leur dis ça, les mecs ils disent ah bah non, bah si c'est vraiment fait définitif, je n'aurai pas de remords si je ne fous rien de ma vie, voilà. Encore une fois, pour le répéter, là pour certains tu blasphèmes. La majorité des gens, et je dis ça pour dissiper tout malentendu, ont encore du mal à saisir que malgré tout, dans ta philosophie comme dans la mienne, à chaque fois c'est quand même le déterminisme qui a le dernier mot, mais les gens ils peuvent pas le voir. Si la liberté elle est là et que le déterminisme est là, les gens ils veulent pas l'accepter. Pour le croyant à la liberté, t'as relégué la liberté dans les chiottes. Si un déterministe et un libertiste t'écoutent, ENT, le seul qui aura son système philosophique mis à mal, c'est le croyant à la liberté. Il se sentira conceptuellement cocufié, parce que selon lui, à un moment donné, dans l'azur de sa conscience, il est le décideur originel. Il place le premier mouvement causal dans sa propre volonté, régie par elle-même, tout en considérant qu'il peut être ballotté un petit peu par le déterminisme, comme une douce brise, tu vois, qui va un peu faire changer de cap le bateau qui sait tout de même où il va. Pour toi et moi, toute sa volonté, toute sa pseudo-liberté est tout de même déterminée à 100%, mais ça lui il peut pas l'admettre. Les libertistes ne croient pas que leur volonté est déterminée. Et je rebondis encore sur ce que tu dis. La liberté, c'est de faire des choix en conscience. Mais honnêtement, déjà, pour moi, l'embarras du choix, ça entrave totalement mon sentiment de liberté et ma quiétude. Après, peut-être qu'on est condamné à être libre, comme disait Sartre, mais en tout cas, selon mon truc, que moi je dis que c'est un sentiment, ça marche pas. Mais si en plus, au fond, que malgré le fait de subir l'embarras du choix, tous les rouages étaient prédéfinis et déterminés, tous programmés comme dans un film, c'est finalement une définition, une réalité ultra superficielle de la liberté que de dire que c'est d'avoir le choix et d'en être conscient. Moi, si c'est vraiment ça la liberté, ça va vous paraître un peu gamin et puéril ce que je dis, mais si la liberté c'est vraiment ça, moi je vous dis ma conclusion finale et j'arrête là la vidéo, c'est nul. Si c'est ça la liberté, c'est nul. C'est trop nul. Voilà mon analyse. Et je vais vendre des formations 400 € pour atteindre le vrai libre arbitre. Parce que là, c'est plus possible. Il faut changer les paramètres de l'existence. Je vais hacker le système métaphysique et ontologique du monde. Voilà. Donc pour moi, tu essayes en fait de recoudre l'idole liberté comme ça, après l'avoir broyée, après l'avoir malmenée, après l'avoir lapidée. Ta vision des choses à propos de la liberté du déterminisme reste quand même une vision fortement red pill pour tous les croyants à la liberté, tous les religieux notamment. Les religieux sont tous des gens qui croient à la liberté, enfin les monothéistes. Notamment celles qui, si on extrapole un peu, justifient le fait qu'on peut choisir de faire le bien ou de faire le mal, et d'aller comme ça au paradis ou en enfer, qui serait la suite de la vie, alors que nous, dans notre vision, comme on pense que le déterminisme régit tout, ces idées d'arrière-monde, de ce point de vue rationnel-là, n'a plus de sens, parce qu'il doit récompenser les justes et châtier les méchants. À moins de considérer que Dieu choisit d'avance qui l'envoie au paradis ou en enfer, mais cette idée est tellement bête et cruelle que je n'ose même pas lui donner de crédit. On peut penser que le monde est fait par un Dieu qui choisit directement qui va au paradis et qui en enfer. On pourrait penser, après tout, la souffrance et la cruauté règnent dans ce monde, on pourrait penser que Dieu soit cruel et qu'il choisisse comme ça, sans aucune liberté, qui va au paradis et en enfer. Mais moi, ayant un sens de la justice un peu inné, ayant un haut potentiel de conscience et j'ai une grande âme, c'est ça la réalité, je sais que c'est faux, mais je le sais intuitivement, c'est-à-dire que c'est indémontrable. J'ai la foi
J'ai la foi en cette incroyance. Retenez bien cette phrase, j'ai la foi en cette incroyance. C'est très profond, comme mon décolleté. En somme, pour moi, tu désacralises la liberté, tu retires sa noblesse et sa prééminence au libre arbitre pour lui laisser une place subalterne. Et finalement, quand tu cherches à définir ce qu'est la liberté, tu retombes forcément sur des poncifs ou des évidences, des trucs de grand-mère quoi, en disant que la liberté c'est d'avoir la connaissance des choses, d'être sobre, de savoir, d'avoir le choix, etc. Bref, tout ce qu'on se dit intuitivement finalement. Mais si philosopher, c'est faire le tour du logos pour en revenir à l'intuition primaire qu'on a quand on a 5 ans, à quoi bon? Et cher précepteur, après t'es obligé de dire ça, parce que tu crois pas à la liberté, donc t'es obligé de dire des espèces de petites recettes de grand-mère. Je t'en veux même pas. C'est pas ta faute, moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis finalement, mais c'est sûr que quand on se rend compte de ce qu'est la liberté, on est gêné pour elle. La liberté, je la vois dans le métro, je suis comme ça. C'est pour ça que moi, je préfère encore mon cynisme à fleur de peau. La liberté, c'est un sentiment ou c'est la mort. C'est un truc de gonzesse ou c'est un truc de bonhomme. Hein, je suis binaire, moi. Je suis brut. Donc voilà, cher précepteur, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Je te donne la parole, je te laisse parler, je te dis galbe-toi. Moi, ce qui me pose vraiment problème au niveau philosophique, c'est pas tant le déterminisme. C'est le glissement qui consiste à faire du déterminisme un fatalisme. Et ce glissement, on le retrouve dès qu'il est question du déterminisme social. Et là encore, on mélange tout. Le déterminisme social, c'est l'idée que notre position sociale est déterminée par notre milieu d'origine, ou en tout cas qu'elle est très largement conditionnée par notre milieu d'origine, que les enfants de la bourgeoisie ont plus de chances de devenir à leur tour des bourgeois, tandis que les enfants du prolétariat ont plus de chances de devenir des prolétaires. Et qu'on soit bien clair, ce déterminisme social, il existe. C'est pas juste une théorie sociologique, c'est une réalité. Donc oui, concrètement, un fils de prolo aura beaucoup plus de difficultés à devenir médecin ou avocat qu'un fils de médecin ou qu'un fils d'avocat. Jusque-là, moi, j'ai aucun problème avec le déterminisme. Le problème que j'ai, c'est quand on commence à dire que les individus sont uniquement le produit de leur milieu d'origine, et qu'ils n'ont aucune influence sur leur trajectoire sociale. Le problème, c'est quand on absolutise le déterminisme social. Autrement dit, quand on en fait une loi qui enlève aux individus tout pouvoir d'influence. Le déterminisme devient une sorte de métaphysique, comme si le déterminisme, c'était une force autonome qui agissait indépendamment de nous. Et c'est ça que j'appelle faire du déterminisme un fatalisme, parce que la conclusion de ce raisonnement, c'est finalement de dire « tout est joué d'avance ». Ne cherchez pas à vous extraire de votre milieu, ne cherchez pas à changer l'ordre des choses, puisque de toute façon, l'ordre des choses vous précède et il décidera de votre sort. Sauf qu'on oublie deux choses. La première, c'est que le déterminisme, c'est une tendance globale, pas une tendance absolue. Autrement dit que chaque individu n'est pas condamné à être juste une réplication de son milieu. Et la deuxième, c'est que l'histoire est faite de renversement du déterminisme. Autrement dit, l'histoire est faite d'événements que la logique déterministe ne permettait pas de prédire. Alors oui, c'est toujours facile après coup de se dire que ce qui est arrivé était déterminé. Mais la question c'est pas ça. La question c'est de savoir, est-ce que tu aurais pu le prévoir avant que ça arrive? Dire que tout est déterminé, ça ne veut pas dire qu'on sait sur quoi le déterminisme va aboutir. Parce que les sociétés humaines ne sont pas des machines, parce qu'elles sont régies par des paramètres infiniment complexes, et parce que les données dont on dispose à un instant T ne permettent pas toujours de savoir ce qui va arriver. Donc quand on dit que les individus sont socialement programmés, on n'est plus dans un déterminisme social, on est dans un déterminisme mécaniste. On n'est plus dans du réalisme, on est dans de l'idéologie qui se fait passer pour du réalisme. Et moi ce que je trouve ironique, c'est que ceux qui disent que tout est déterminé et que ça sert à rien de faire des efforts pour s'élever socialement, sont les mêmes qui disent qu'il faut s'engager politiquement pour transformer la société. Donc moi j'aimerais qu'on réponde à cette question. Si s'extraire de son milieu d'origine, c'est pas réaliste, transformer la société, c'est quoi? Est-ce que le déterminisme disparaît miraculeusement quand il s'agit de politique? Ou est-ce qu'on n'est pas dans un bon vieux cas de dissonance cognitive? Et c'est là qu'on en arrive à cette phrase que les déterministes radicaux adorent, « le mérite n'existe pas ». Le mérite n'existe pas, ça veut dire que si vous venez d'un milieu prolétaire, et que malgré ça vous réussissez à vous élever socialement, en travaillant plus que les autres, en faisant une croix sur les sorties, bref, en faisant tous ces sacrifices que les enfants de la bourgeoisie n'auront pas à faire, si vous réussissez, on va venir vous voir et on va vous dire « si t'as réussi, c'est parce que t'as eu de la chance ». Vous voyez le problème de cette phrase? Parce que c'est à ça qu'elle conduit. Quand on dit que le mérite n'existe pas, on croit prendre la défense des travailleurs et des gens défavorisés, et être pour le mérite
ce serait être du côté des privilégiés. Mais sauf que c'est exactement le contraire. Le mérite, c'est justement ce qui revient aux travailleurs. Les bourgeois, les rentiers, les héritiers, c'est pas au mérite qu'ils doivent leur situation, c'est à leur privilège. Et au fait qu'ils font passer leur privilège pour du mérite. Donc il faut pas tomber dans le piège. Le mérite, c'est le contraire du privilège. Puisque le privilège, ce n'est pas ce qu'on mérite, c'est ce dont on hérite. Les gens qui disent que le mérite n'existe pas sont des gens qui confondent mérite et méritocratie. C'est du même niveau que de dire que la justice n'existe pas parce que les tribunaux feraient mal leur travail. C'est la méritocratie qui n'existe pas le mérite. Et c'est justement parce que le mérite existe qu'il est injuste que ce mérite ne soit pas reconnu. Allez dire à un éboueur qui se lève à 5 heures du matin qu'il n'a pas de mérite. Allez dire à une femme de ménage qu'elle n'a pas plus de mérite qu'un trader. C'est exactement le même problème que tout à l'heure avec la liberté. On fait des grandes phrases abstraites, le mérite n'existe pas, parce que ça fait bien, parce qu'on confond mérite et privilège. Et quand quelqu'un vient vous exposer les conséquences concrètes de cette phrase, la réponse est de dire « Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. » Ben c'est peut-être pas ça que tu voulais dire, mais c'est à ça que ça conduit. Donc oui, quelqu'un qui travaille plus que les autres a du mérite, et c'est justement parce que la méritocratie n'existe pas qu'on devrait militer pour la valorisation du mérite, au lieu de dire que le mérite n'existe pas. Et c'est vraiment problématique de faire ce genre de confusion grossière, parce que sous couvert de réalisme sociologique, on ajoute du mépris à l'injustice. On en vient à dire que les travailleurs n'ont pas plus de mérite que les autres, et donc paradoxalement, à valider le phénomène de reproduction sociale. Parce qu'après tout, si le mérite n'existe pas, pourquoi défendre la cause des travailleurs? Donc pour résumer, le déterminisme est devenu l'alibi philosophique de la passivité et du renoncement chez des gens qui plaquent du mécanique sur de l'humain et qui confondent la non-reconnaissance du mérite avec l'inexistence du mérite. Oui, alors c'est vrai que c'est un bon sujet, voilà, je savais que tu avais des choses à dire là-dessus. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Pour moi, la personne qui dénonce le déterminisme social, comme si elle pouvait apporter la recette d'une espèce de libre détermination sociale, ou je sais pas comment l'appeler, ça relève du sketch. Et si on critique le déterminisme social juste pour râler et pour rien faire en contrepartie, ça sert à rien. De toute façon, si le déterminisme existe, il englobe forcément l'aspect social. Donc moi, dans une analyse plus globale, je vois même pas l'intérêt de le souligner. Sauf à croire que le déterminisme n'est que social. Ce qu'il a, c'est même plus un sketch, c'est une farce. Le déterminisme social, qui serait, dit-on, possible de conjurer par une mise à égalité des êtres entre eux, qu'on soit riche, parents éduqués, ou pas éduqués, ou pauvres, machin je sais pas quoi. Bref, que tout le monde soit coupé de tous ses parents dès le plus jeune âge pour pas qu'il y ait de privilégiés. Bon, déjà, le paysage posé comme ça fait très totalitaire. Mais bref, admettons qu'on puisse le faire, qu'on prenne tous les mômes, qu'on les mette parfaitement à égalité. Il y aurait quand même des inégalités. Il y aurait des inégalités qui relèveraient pas de détermination extérieure à eux, comme leurs parents et tout, mais inhérents à eux-mêmes. Ces déterminations sont autant déterminées que le déterminisme social qui est lié aux parents et à l'endroit privilégié. Certains ont un cerveau plus vif, plus de connexions neuronales, certains sont plus grands, sont plus beaux, ont un corps plus fort, etc. Et chacun aura ses capacités. Et il y en a qui ont rien. Toutes ces différences déboucheraient sur des inégalités et elles découleraient d'un déterminisme génétique et tout, qui est autant injuste à la base que le déterminisme de ses parents. Il est ni plus juste ni plus injuste que le déterminisme social. Il serait pareil, même si en surface il paraîtrait plus juste. Et j'ajoute que même l'aptitude à fournir des efforts soutenus, approfondis, ce sont des qualités de la volonté. Et la volonté, c'est pas un truc qu'on peut mettre sur on ou off comme on veut. Volonté, de toute façon, même tautologie, tu vois. La volonté, même Spinoza disait, la volonté, c'est quelque chose qui est déterminé. C'est une part de l'esprit humain qui est déterminée. C'est pas, tu mets ta capacité sur on et t'es méritant, et tu mets ta capacité sur off et t'es un branleur. C'est pas comme ça que ça se passe, la volonté. Colbert, il pouvait travailler 18 heures par jour sans relâche. Tout le monde n'est pas Colbert. Et autre chose, quand tu passes du déterminisme au fatalisme, on pourrait même prolonger jusqu'au défaitisme. C'est souvent perçu comme ça, j'ai l'impression. Et ça, moi, j'ai du mal à le comprendre. Enfin, j'ai pas du mal à le comprendre, mais moi, comme je suis galbé, quand je médite le déterminisme, je m'amuse toujours à renifler comme ça son inestimable parfum de liberté. Justement, ça peut paraître contradictoire. Le déterminisme, moi, c'est quelque chose qui m'apaise. Et tout au fond de mon cœur, je me dis que ce qui se passe, ce qui se passera, ce qui s'est passé, devait se passer. Et tout ça, ça calme les remous de mon âme que l'on s'est torturé. Le déterminisme ne m'a jamais fait me sentir coincé. Et pourtant, je suis claustrophobe. Parce que je crois que je vis le déterminisme comme un poisson vit l'eau. Vit l'océan. Et justement, quand je suis dans ma chambre seul, tu vois, rien n'empêche de bouger mes bras, de faire des trucs hyper bizarres et de me dire... C'est incroyable. Et ça, c'était déterminé. C'était déjà prévu. La conscience computer absolue, elle avait déjà programmé un mec comme ça qui ferait des trucs comme ça. Moi, j'adore faire des trucs bizarres comme ça pour ne pas avoir le sentiment d'être un PNJ malheureux tiré par les ficelles, que dis-je,
les chaînes du déterminisme, d'un déterminisme fade et tristounet. L'idée déterministe désinhibe toutes mes prises d'initiative. Elle déculpabilise mes fantaisies les plus audacieuses. Retenez bien tous ces bons mots du philosophe. Tu vois, c'est drôle parce que ce que tu dis là, ça prouve que face à une même idée philosophique, on peut avoir deux approches totalement opposées. Une approche active et une approche passive. Toi, par exemple, tu t'amuses avec le déterminisme. Tu fais n'importe quoi, et tu te dis ensuite, c'est incroyable, ce n'importe quoi a été déterminé. Alors que certaines personnes vont avoir une approche totalement désabusée du déterminisme. Comme si le fait que tout soit déterminé voulait dire qu'il fallait passer sa vie à subir. C'est la même différence qu'entre Schopenhauer et Nietzsche. Les deux pensent que la vie est absurde, mais entre les deux, il y en a un qui déprime et il y en a un qui danse. Et c'est exactement la même chose avec le déterminisme. On peut s'en servir pour justifier la passivité, comme on peut s'en servir pour dire « il n'y a pas de limite ». Je disais tout à l'heure que le déterminisme n'était pas le fatalisme. Le fatalisme, c'est quand on connaît le résultat, ou plutôt, c'est quand on pense connaître le résultat, et que du coup, on ne va rien tenter pour l'empêcher. Alors que le déterminisme, c'est quand on ne connaît pas le résultat, et que ne connaissant pas le résultat, tout devient possible. Tout ça pour dire que le déterminisme ne permet pas de prédire. Le déterminisme permet de se dire après coup que ce qui est arrivé était déterminé. Après coup, pas avant. Croire qu'on a vu la matrice parce qu'on a compris que tout était déterminé, c'est ne pas voir que même si tout est déterminé, on ne peut jamais savoir ce qui va arriver tant que ce n'est pas arrivé. Autrement dit que le déterminisme n'est pas une fenêtre sur l'avenir et qu'il a besoin de nous pour advenir. C'est pour ça qu'au fond, déterminisme ou pas, ça change rien. Ça change rien au fait que le déterminisme n'agira pas à notre place, que sur le terrain, c'est pas le déterminisme qui marque des buts, et que quitte à ce que le déterminisme joue avec nous, autant en profiter pour nous aussi jouer avec lui. Alors aussi tu parles de ceux qui évoquent le déterminisme social tout en croyant à la liberté du changement de société, quasiment on pourrait dire de la révolution limite. Et moi ça me fait aussi penser aux gens qui déculpabilisent certaines personnes en prétendant que tel ou tel acte est excusable, voire tout à fait compréhensible et légitimé, pardonné, car déterminé par tel ou tel facteur social. Par exemple il y a des gens ils vont pas en vouloir à ceux qui galèrent socialement, qui font des méfaits, mais ils ont la haine contre les gens aisés quand ils font leur petite carabistouille de privilégiés. Je vois pas non de quoi on peut sérieusement diviser en deux, d'une part les mecs en bas qui sont déterminés à faire des bêtises et les mecs en haut qui font des bêtises mais qui seraient pas déterminés à le faire. Si on est vraiment cohérent, les deux sont déterminés et les deux sont excusables. Bref, pour finir avec le déterminisme social, je suis passé à autre chose et je suis revenu. Oui, ça va de soi. C'est comme de dire que tu risques d'avoir la diarrhée si tu t'enfiles 15 brugnons plutôt que de manger un yaourt 0%. C'est sûr que tu seras déterminé à avoir une mauvaise digestion. Pour la notion de mérite, je comprends un peu ce que veulent dire les détracteurs du mérite quand ils disent et qu'ils pensent que comme on est tous déterminés, on peut pas dire au fond que la notion de mérite, quand elle a du mérite ou pas, c'est vraiment valable. Mais si on enlève la notion de mérite parce que tout est déterminé, faut enlever beaucoup d'autres notions. Et ça déshumanise absolument tout en fait. Si personne est méritant, personne est blâmable. Et quand je dis que ça déshumanise, c'est que Mamie Nova qui vient aider des plus démunis dans la rue, bah elle est pas douce, elle est pas gentille, elle est pas aimable, elle est pas compassionnelle. Bah non, elle est déterminée. Pour moi, ça déshumanise les gens de ne pas leur attribuer des qualités sous prétexte que ces qualités-là ne sont pas en corrélation avec leur libre arbitre. Et juste pour préciser, ma définition du déterminisme ne remet en rien en cause la réaction ou la sanction qu'on peut avoir contre des gens qui font des bêtises ou inversement récompenser ceux qui font de bonnes actions. Quand quelqu'un fait une atrocité, je me dis pas bon il était déterminé donc faut rien lui faire. Je me dis il était déterminé. Mais c'est bon, c'est pas pour ça que le fait qu'il soit déterminé nécessite qu'on ne lui fasse plus rien. C'est un peu la réflexion dans le film Aime le maudit. Aime le maudit qui tue des petites filles. À la fin, il dit oui, mais dans certains moments, ce n'est plus moi. Il y a une espèce de vampire qui prend possession de mon âme. Et moi, je peux plus rien faire. Je suis déterminé, c'est pas ma faute. C'est ça la réflexion de fond. C'est vraiment ça, Aime le maudit. Selon moi, ça change rien parce que les représailles qu'on fait subir à quelqu'un qui a fait des atrocités, pour moi, elles sont aussi déterminées. Donc je m'en lave les mains, je m'en fous. Et déterminé ou pas, c'est pas ça la question. C'est est-ce que cette personne va faire du mal aux autres. S'il va faire du mal aux autres, s'il peut faire du mal aux autres, il faut l'écarter de la société tout simplement. Je m'en fous qu'il soit déterminé ou pas. Un rat qui apporte la peste n'est pas méchant, mais il doit être mis hors d'état de nuire. Donc l'idée que l'existence du déterminisme doit conduire tout le temps au pardon comme ça, bête et irréfléchi, pour moi n'a pas de sens. À part dans un sens métaphysique profond, dans le sens où on pourrait pas châtier des personnes après leur vie et après leur mort pour l'éternité. Parce que effectivement on est déterminé, donc après on va pas subir en plus les conséquences d'une vie qu'on n'a pas choisie. Là, c'est pour ça que je suis encore d'accord avec ça. Et finalement, pour conclure, je dirais que le seul moyen de savoir si nous sommes une volonté libre
ou non. Savoir si on est une âme zigzagante et volubile comme un air dans le courant ne serait que le sens du caprice de sa volonté. La seule solution serait de subir la destruction de soi-même. Mais je crois, mes amis et mes galbés, que je pose ici mes limites parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire sur Terre, comme soulever des grands-mères. Moi je veux vivre, touche pas à mon noumen. Merci pour ton invitation, Philoseph, et j'espère qu'on aura l'occasion de prolonger la joute dans une prochaine vidéo. Et songe à ceci, cette prochaine vidéo, elle sera déterminée, et pourtant, elle dépend de nous. Merci à toi, Charles le Précepteur. Tu étais vraiment un invité de qualité. Tu m'as aidé à mes débuts. Tu m'avais fait de la publicité lorsque j'avais parlé de toi, notamment dans une vidéo sur les philosophes. Tu l'avais très bien pris alors que j'étais taquin. Tous ne peuvent pas en dire autant. Que la galbe soit avec toi, cher précepteur. Et je te dis effectivement, j'espère à bientôt pour une prochaine vidéo ensemble. Merci à toi. Merci à tous mes BG galbés pour cette très longue vidéo avec Charles le Précepteur. Vous pouvez aller sur ma seconde chaîne YouTube pour voir mes vidéos secondaires, sur ma chaîne YouTube de chant. Merci encore une fois à Kalos de sponsoriser ma vidéo. Allez voir en description leur site internet. Philo10, 10% de réduction. N'hésitez pas à aller aussi commander mes livres en description si vous voulez un peu de galbe philosophique et dramatique. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo de qualité encore une fois. Merci mes BG galbés. À la prochaine.